Bigger, better, badder. Le slogan de WrestleMania 3 pourrait résumer l'entièreté de l'année 87 à la WWF, tant le niveau de l'année est incroyable. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 4e épisode du podcast L'Encyclopédie du Catch. Un podcast qui retrace l'histoire de la WWE d'année en année, et ce depuis la prise de pouvoir de Vincent Kennedy McMahon. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à rentrer dans l'année 1987. Et pour commencer, je dois vous dire que certaines choses ne changent pas. En effet, Hulk Hogan conserve durant toute l'année 87 son titre de champion WWF. Mais si ce titre ne change pas demain, ce n'est pas spécialement le cas pour les autres titres de la fédération. Le début de l'année va notamment voir le couronnement de la Hart Foundation, une équipe composée de Bret Hart et Jim Neidhart, et les deux Canadiens vont devenir champions le 26 janvier en battant le British Bulldog et le Dynamite Kid. Parlons maintenant de la 3e édition de WrestleMania. Je n'ai pas peur d'échouer, je n'aime pas échouer. Je déteste échouer, mais je n'ai pas peur. Cette citation vient de Vince McMahon lui-même. Après l'échec de WrestleMania 2, la WWF doit rebondir et marquer les esprits. Et comment rebondir? Comment montrer aux yeux du monde que WrestleMania est le show à regarder? Eh bien peut-être en organisant ce 3e événement devant 90 000 spectateurs. Le Silverdome de Pontiac au Michigan est le stade qui va accueillir cette 3e édition de WrestleMania. Et petite anecdote, aujourd'hui ce stade n'existe plus. Depuis 2013, la structure était laissée à l'abandon et en 2018, il a carrément été détruit. Mais si le stade n'existe plus physiquement, il est toujours présent dans la pensée des passionnés de catch. Impossible d'oublier cette foule immense qui est alors venue accueillir un bout d'histoire de la WWE. Le 27 mars 1987 est une date ancrée dans l'histoire de WrestleMania, dans l'histoire du catch. Voyant que cette 3e édition est un succès, la chaîne Canal+ va jusqu'à proposer la diffusion de ce show pour la France. C'est dire à quel point ce show a été important. Et WrestleMania 3, parlons-en maintenant. Et le premier match de la soirée a opposé deux équipes, Can-Am Connection, Rick Martel et Tom Zenn, contre Cowboy Bob Orton et le magnificent Don Muraco. Après sa défaite à WrestleMania 2, Hercule comptait bien repartir d'un WrestleMania avec une victoire. Pourtant, son match contre Billy Haynes s'est terminé par un double décompte à l'extérieur. On a également eu un Loser Must Bow match. Et Harley Race, alors légende du catch, accompagné de Bobby Heenan et de Fabulous Moolah, va alors battre Junkyard Dog. On a également eu un match par équipe entre la Dream Team, donc Greg Valentine et Brutus Beefcake, face aux frères Rougeau, Jacques et Raymond. Mais si, Raymond Rougeau, ça doit vous parler puisqu'il commentait jusqu'à encore récemment les pay-per-view de la WWE sur le network. Et la Dream Team avait d'ailleurs gagné ce match, et après le combat, Brutus Beefcake s'était fait abandonner par son coéquipier. Nouveau match avec d'un côté une longue chevelure blonde paroxydée, et de l'autre une crinière blonde vénitienne. Tout l'enjeu du combat opposant Roddy Piper à Adrian Adonis réside dans les cheveux. Au final, Roddy Piper va gagner le match et conserver ses cheveux, mais pas son adversaire. Et c'est d'ailleurs Brutus Beefcake qui va offrir un nouveau look à Adonis. Et petite anecdote, après avoir démontré ses talents de coiffeur ce soir-là, Brutus Beefcake va se faire surnommer The Barber jusqu'à la fin de sa carrière. Un nouveau match par équipe avec Danny Davis et la Hart Foundation, donc Bret Hart et Jim Neidhart, contre Tito Santana et les British Bulldogs. Un match très bon qui met en valeur le catch par équipe. On a également eu un match entre Butch Reed, rien à voir avec le Butch qu'on a actuellement, contre Koko B. Ware. Mais saviez-vous qu'à la WWF depuis 1985, Ricky Steamboat n'avait jamais eu l'occasion d'avoir une ceinture autour des hanches. Et dans un combat mythique face au Macho Man Randy Savage, la donne a changé. Dans un excellent combat de 14 minutes, Steamboat va finir par vaincre le Macho Man. Selon le Pro Wrestling Illustrated, cet affrontement est même le combat de l'année 1987. Et ce titre intercontinental vient récompenser le travail, la loyauté et les sacrifices de Ricky Steamboat. Pour l'anecdote, il s'agit de la première fois que le titre intercontinental est mis en jeu lors d'un WrestleMania. Lorsque le rock lumineux affronte le métal sombre, cela donne un match entre le Elvis Presley du catch, le Honky Tonk Man, contre Jake the Snake Roberts. Et après 7 minutes de combat, le Honky Tonk Man va remporter ce match. Avant le main event de la soirée, l'Iron Sheik et Nikolai Volkov, que l'on connaît bien maintenant, battent les Killer Bees par disqualification. 12e et dernier combat, sans doute le plus attendu de la soirée. Hulk Hogan contre André le Géant. La jalousie d'André le Géant est à l'origine de cet affrontement. Voyant que l'homme à la moustache blonde brille sous le feu des projecteurs, André développe une jalousie maladive et rêve du titre de la WWF. Bobby Heenan devient le manager du Géant et accuse Hogan d'être ami avec André seulement pour ne pas l'affronter. Toutes ces joutes verbales vont mener à WrestleMania 3. Devant plus de 90 000 personnes, Hulk Hogan va conserver son titre face à André le Géant, mais surtout, il va marquer cet événement de son empreinte. Sous les yeux d'une foule survoltée, Hulk Hogan porte un body slam à André le Géant. Et dans l'histoire de la WWE, cette image est mythique puisque c'est la première fois
que le géant est ainsi soulevé. Et l'histoire s'écrit ce soir-là, ainsi que la transition entre André le Géant et Hulk Hogan pour être la tête d'affiche de la WWF. Parlons maintenant du reste de l'année 87. Après WrestleMania et son couronnement tant attendu, Ricky Steamboat va perdre le titre la même année. 65 jours, c'est le temps de son règne. Le 2 juin 87, lors du show WWF Superstar Wrestling, Steamboat va perdre sa ceinture au profit du Honky Tonk Man. Et bien le titre intercontinental est la seule ceinture que les deux hommes vont posséder à la WWF. Et du côté des titres par équipe, les changements sont multiples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Hart Foundation a réussi à récupérer les titres des mains des British Bulldogs. Et les Canadiens vont également réussir à conserver les titres durant de nombreux mois. Mais ils vont se faire détrôner par les frères Rougeau. Enfin, c'est ce qu'on pourrait dire. Le 8 octobre, la Hart Foundation doit affronter les deux frères qui vont réussir à remporter la victoire et donc les ceintures. Cependant, et suite à une tricherie durant le match, la décision est renversée et le court règne n'a jamais été reconnu par la WWE. Quelques jours plus tard, à savoir le 27 octobre, la Hart Foundation va finir par réellement perdre les ceintures au profit de la Strike Force, une équipe composée de Rick Martel et Tito Santana. En septembre, la compagnie n'oublie pas de couronner un traditionnel roi du ring. Et après de nombreux combats, la finale oppose le Macho Man Randy Savage à King Kong Bundy. Et après la perte de son titre à WrestleMania, Randy Savage parvient à rebondir en devenant le nouveau King of the Ring. Mais 1987, c'est aussi le début d'une longue série. Après le succès de WrestleMania 3 et du main event entre Hulk Hogan et André le Géant, Vince McMahon voit toujours plus grand pour sa compagnie. Sa folie des grandeurs mène à la création d'un nouveau pay-per-view, les Survivor Series. Officiellement, ce nouveau show découle du succès de WrestleMania 3. Officieusement, c'est un moyen de contrer la NWA. À l'instar de la WWF avec WrestleMania 3, la National Wrestling Alliance rêve que son pay-per-view Starrcade de 87 cartonne. À cette époque, un certain Ric Flair ne cesse d'accroître sa popularité. Il est champion du monde, charismatique, et il excelle dans les cordes. Cependant, le Nature Boy perd le titre de la NWA le 25 septembre 87 au profit de Ron Garvin. À 2 mois de Starrcade, le main event est déjà écrit. Ric Flair contre Ron Garvin, la revanche. Et afin de faire barrage aux ambitions de la NWA, la WWF programme les Survivor Series 87 le même jour que Starrcade, soit le 26 novembre 87. Voulant avoir le monopole du catch américain, la compagnie de Vince McMahon va jusqu'à poser un ultimatum aux compagnies de télé par câble. Si vous diffusez Starrcade, vous n'obtiendrez pas WrestleMania 4. C'est dans ce climat de rivalité assez tendu que les Survivor Series voient le jour. Le concept, vous le connaissez, des matchs en 5 contre 5 par élimination. Et c'est surtout le dernier match qui va nous intéresser pour l'année 87. Et les yeux sont alors rivés sur deux hommes, André le Géant et Hulk Hogan. Et à la surprise générale et après sa débâcle de WrestleMania, André va prendre sa revanche. Son équipe composée du One Man Gang, King Kong Bundy, de Natural Butch Reed et du Ravishing Rick Rude va donc vaincre Hulk Hogan, Bam Bam Bigelow, Mr. Wonderful Paul Orndorff, Don Muraco et Ken Patera. André le Géant est alors le seul survivant de son équipe. Et on reparlera de la rivalité entre André le Géant et Hulk Hogan durant l'année 1988. Voilà pour ce podcast concernant l'année 1987, j'espère que le sujet vous a plu. Petit à petit on ajoute de nouveaux éléments dans cette histoire absolument passionnante, et j'ai déjà hâte de vous proposer le prochain podcast. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour un prochain podcast, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous!